Tout a commencé par une forte secousse souterraine, un séisme de 4,9 sur l'échelle de Richter, détecté très tôt ce matin par les pays voisins. La Corée du Nord, dernier régime stalinien de la planète, a ensuite confirmé qu'il s'agissait bien d'un essai nucléaire. Le monde est en émoi, provocation, menace, irresponsabilité. Même l'allié chinois a condamné son protégé. Corée du Nord, où la dernière dictature se déclarant encore du communisme au monde. On entend beaucoup d'histoires et de rumeurs venant de ce pays où la liberté d'expression est inexistante et où trouver une information vérifiable relève du miracle. Assassinats, attaques informatiques, missiles nucléaires et balistiques, culte de la personnalité, le régime de Pyongyang n'a aucun problème à remplir les pages faits divers de nos journaux. Mais concrètement, que veut la Corée du Nord ? Pour bien cerner le sujet épineux de la Corée, il convient de bien remettre le tout dans le contexte. En fait, depuis plus de 2 millénaires, le pays du matin calme a oscillé entre périodes d'indépendance et domination, tantôt chinoise, mongole ou japonaise. Elle s'est tout de même créée une identité propre, avec sa culture, sa langue, ses mœurs, basées autour de la dynastie Joseon, et de ses rois isolationnistes qui cherchent à protéger au maximum le pays en limitant les échanges externes. Faut dire qu'elle a toujours eu des voisins belliqueux juste à côté. Même les Français et Américains, respectivement en 1866 et 1871, vont aussi essayer d'en rentrer manu militari en Corée pour faire valoir leur intérêt, mais ça finira par des échecs cuisants. Il va falloir attendre 1905 pour que les Japonais, après une guerre contre la Chine et la Russie, prennent durablement le contrôle de la Corée, imposant une japonisation qui encore aujourd'hui alimente les rancœurs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec les accords de Yalta, l'URSS et les États-Unis décident de se partager le pays au niveau du 38e parallèle, le temps de démilitariser la zone et de renvoyer les Japonais sur leur île. Mais on est au début de la guerre froide, et les deux géants veulent garder une certaine mainmise sur le pays. Pour devenir le prochain chef du pays, l'URSS va soutenir Kim Il-sung, un communiste issu de la guérilla anti-japonaise, et les USA vont soutenir Lee Sung-man, un nationaliste qui a vécu en exil aux États-Unis. Ils vont négocier et ne vont pas trouver d'accord pour savoir qui devrait prendre les rênes du pays. Là, les États-Unis et l'OTAN vont organiser des élections au sud du pays qui vont voir Lee Sung-man être élu en 1948. En représailles, et un mois plus tard, en juillet 1948, l'URSS va faire de même et proclamer la République populaire de Corée avec Kim Il-sung à sa tête. Ainsi, un petit peu comme le Vietnam en 1954, on se retrouve avec deux moitiés de pays face à face. Les armées américaines et soviétiques s'en vont, et l'armée nord-coréenne, consciente de son avantage, elle a plus d'hommes et elle est mieux équipée, va décider d'envahir le sud en 1950 pour la réunification. C'est le début de la guerre de Corée. Quoi qu'il en soit, après les interventions des États-Unis, de l'ONU et des Chinois, on se retrouve après 3 ans de guerre dans une impasse. Un cessez-le-feu est signé, on démilitarise la frontière et ça fait 60 ans que le Nord et le Sud se regardent. Après cette guerre fratricide, on a deux régimes qui ne se parlent plus, qui se méfient et qui vont évoluer très différemment. D'un côté, Kim Il-sung, mégalomane né, va créer un culte de la personnalité et obtient un contrôle absolu du pays, obligeant ses homonymes à changer de nom, décrétant que l'an 1 du calendrier serait sa date de naissance, mais surtout, il va créer un nationalisme nord-coréen basé sur le parti unique, le parti des travailleurs. Il meurt en 1994, transmettant le pouvoir à son fils, Kim Jong-il, et laissant un pays exsangue qui subira une famine mémorable l'année suivante, due notamment à des inondations. Du côté sud de la frontière vont se succéder régimes démocratiques et autoritaires, voire des débuts de dictature soutenus par les États-Unis. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1998, oui 98, que la Corée du Sud, avec l'élection de Kim Dae-jung, va définitivement devenir une démocratie. Mais en adoptant le modèle capitaliste même durant ces périodes de régime autoritaire, et avec la croissance du géant Samsung, cette moitié de pays va devenir quant à elle une puissance économique de la région. Alors Kim Jong-il est au pouvoir depuis 1994 et est aussi mégalomane que son père. En revanche, il voit d'un bon œil les tentatives de rapprochement de Kim Dae-jung, le président sud-coréen en 1998. Après avoir gelé son programme nucléaire contre une aide énergétique, les tensions se font moins pressantes, à tel point qu'en 2000, il va ratifier définitivement le TNP,
le traité de non-prolifération nucléaire, refusant aux yeux du monde entier de se doter d'une telle arme. Résultat, la Corée du Sud commence à aider financièrement son voisin du Nord, les frontières vont s'ouvrir le temps d'un été, permettant à des familles de se revoir après 47 ans de séparation. Kim Dae-jung reçoit le prix Nobel de la paix pour ce que l'on appellera la politique du soleil. Des pourparlers pour une réunification et un traité de paix en bonne et due forme vont même avoir lieu. Tout porte à l'optimisme. Mais un événement tragique va avoir lieu et va changer la face de la Corée et du monde entier ce 9 septembre 2001. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Irak, Iran, Corée du Nord. Tel est l'axe du mal selon Bush. Tout à coup, le régime de Pyongyang prend peur et se rend compte de sa faiblesse. La politique ultra-interventionniste et le désir de vengeance pourraient détruire Kim Jong-il, aussi facilement qu'il détruira le régime de Saddam Hussein. D'ailleurs, Bush accuse la Corée du Nord de développer des armes de destruction massive clandestinement. Exactement comme l'Irak. L'URSS n'existe plus, la Chine s'ouvre au monde et ne défend plus aussi ardemment son voisin nord-coréen. S'il ne peut pas se défendre, c'est la fin et Kim Jong-il le sait très bien. Il engage donc son pays dans une course effrénée à l'armement et va, sous les regards ébahis et réprobateurs du monde entier et de la Corée du Sud, devenir en peu de temps la 5e puissance militaire au monde. En 2003, il se retire du TNP et annonce qu'il compte se doter de l'arme nucléaire. Ce n'est plus le parti mais l'armée qui se retrouve au cœur de la société nord-coréenne. Et en 2006, vraisemblablement, le premier test nucléaire souterrain aurait été réussi. Les sanctions économiques pleuvent mais rien à faire. Le régime de Pyongyang viole tous ses engagements internationaux. Ainsi, depuis 10 ans, la situation n'a pas bougé, et malgré une courte période d'espoir à la mort de Kim Jong-il en 2011 et l'accession au pouvoir de son fils, Kim Jong-un, qui a étudié en Suisse, force est de constater que l'on est toujours dans une impasse. Maintenant que la sécurité du régime est assurée, Kim Jong-un veut s'assurer d'avoir un maximum d'arguments à la table des négociations. Avec ses missiles balistiques, il pourrait vraisemblablement pouvoir toucher une partie de la côte ouest des États-Unis. L'ONU a les mains liées et ne peut plus faire grand-chose, sous peine de déclencher une guerre nucléaire. Kim Jong-un aurait même déclaré que la Corée du Nord allait devenir, et je cite, « une puissance militaire de l'Ouest que même le plus puissant des ennemis ne pourrait toucher ». Ça en dit long sur ce qu'il pense. D'ailleurs, beaucoup de ces provocations viseraient à faire partir les États-Unis de ses bases en Corée du Sud et au Japon. C'est un petit pays qui a peur d'être considéré comme un petit pays. Ils ne veulent pas la guerre, mais ils seront prêts à tout pour rester au pouvoir. Et pour ceux qui ont peur d'une attaque sur Séoul, il faut savoir que les Coréens du Nord sont totalement pour une réunification. Ils savent que l'amélioration de l'économie serait immédiate, tandis qu'au Sud, les jeunes sont beaucoup plus réservés, protestant contre le coût mirobolant de cette union. Le régime de Pyongyang, lui, dit encore fermement que la Corée c'est un même peuple, un même sang, un même pays. Ainsi, détruire le Sud n'aurait pas de sens pour eux. Quoi qu'il en soit, après toutes les provocations militaires, même la Chine, qui est leur principal allié et leur principal partenaire économique, en a marre, et ne pose plus son droit de veto concernant les sanctions économiques. Ce qui est embêtant, c'est que la Corée du Nord survit grâce à l'aide énergétique de la Chine, notamment ses importations de charbon, et que si la Chine arrête de leur vendre du charbon, le pays pourrait tomber en ruine, mais dans ce cas-là, qui peut savoir ce que ferait Kim Jong-un ? Comme un animal blessé, pourrait-il attaquer la Chine pour se venger ? Je vous laisse imaginer les conséquences si une bombe H, 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, tombait sur Pékin. Bref, la Corée du Nord a réussi son coup et s'est assuré une relative pérennité par sa stratégie de la peur, mais jusqu'où iront-ils ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose, et nous, on se retrouve très vite. Bye.